d'une candidature du colonel. Elle devient de plus en plus plausible au regard de tout ce qu'il y a comme combine, ce qu'on est en train de fabriquer. Et lui-même, j'ai l'impression, en le voyant, il commence déjà à intégrer ça dans sa façon de fonctionner. Lorsqu'on le voit, c'est toute l'humilité qu'il a mise de côté. Aujourd'hui, on a envie d'exister, on a envie de se déguiser, on a envie de ressembler à quelqu'un, on a envie de donner une image. Et je crois que, parce que lorsque vous me donnez l'occasion de parler en public, c'est le même langage que je lui ai tenu, c'est le même langage que je continuerai de lui tenir. Tous ceux qui lui miroitent cette possibilité de passer par la roublardise pour ne pas respecter son engagement sont ses ennemis dont il doit se débarrasser dès maintenant. Parce que ce qui va arriver, son engagement, c'est janvier 2025, la junte militaire quitte le pouvoir sera déjà dans les mains d'un président civil élu. Nous sommes à 1 an de cette échéance. Qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport au processus électoral? C'est le chemin par lequel on sort de la transition. Bien évidemment. Par rapport au processus électoral, il y a des délais qui sont incompressibles aujourd'hui qu'on ne peut pas rattraper. Et l'idée d'un glissement, l'idée à elle-même d'un glissement est inacceptable. À plus forte raison, l'hypothèse d'un glissement. Revenir par la suite, attendre octobre ou août de l'année prochaine. S'ils veulent, ils peuvent fabriquer tous les arguments du monde. Tout va se mettre sur place que la bonne foi n'y était pas dès le début. Il ne peut pas justifier un quelconque retard pour obtenir un report et que cela soit rendu acceptable. Ça les fragilise davantage. Parce que dès le début, toutes les forces politiques et sociales se sont mobilisées. Il y a eu toutes les propositions, une demande d'inclusivité. Et je crois qu'à l'international, les États-Unis ont annoncé une mise à disposition de 15 millions de dollars pour financer le processus électoral, à condition d'avoir un processus clair, un dialogue inclusif, un certain nombre de choses qui n'étaient pas impossibles à réussir. L'Union européenne, tous les autres partenaires, accompagnement technique, accompagnement financier, à l'interne, les acteurs politiques que nous sommes, nous avons, au modèle, on a fait au minimum 3 mémorandums. Nous avons fait un ensemble de propositions, sans pour autant être demandeurs d'un quelconque poste pour quoi que ce soit en termes d'avantages. Qu'est-ce qui empêchait la junte de réunir toutes ces idées, d'accepter un véritable cadre? Aujourd'hui, on nous fait croire que des gens sont en train de travailler à un projet constitutionnel. Mais Aboubacar, la question constitutionnelle, ça ne se règle pas une histoire entre copains. Vous ne pouvez pas, au nom d'un pays, des gens non élus, se réunir entre vous, travailler un document et dire voici la constitution de notre pays. Ils sont en train de fragiliser la Guinée de demain. Parce que si vous le faites, quel que soit celui qui arrivera au pouvoir, il ne se sentira pas lié par quelque chose qui a été fabriqué entre 4 murs dont il ignore carrément ceux qui l'ont fait. Si on voulait tirer les enseignements du passé, ce sont ces démarches-là qu'on devait éviter. Oui, mais le CNT vous opposera le fait qu'il a mené des consultations auprès des populations et que des acteurs politiques de tous bords ont été invités à s'associer à ce processus. Ce qui serait un faux argument. Mais écoutez, vous savez, vous pouvez tenir des symposiums à tout moment. En fait, c'est des avis qui se tiennent. Mais lorsqu'on parle de représentativité, ce n'est pas de cette façon qu'on le fait. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'occasion de ces forums, de ces différentes rencontres. Pourquoi cela n'a pas prospéré? C'est parce qu'au fond, il n'y a pas eu de sérieux là-dedans. Lorsqu'on gère un État, on ne fait pas de l'émotion. On ne cherche pas à savoir est-ce que parce qu'il m'aime ou parce qu'il ne m'aime pas. Lorsqu'un pays qui vous appartient à tous, c'est comme quand vous discutez de l'héritage dans votre famille. Car si vous avez un jeune frère, je m'excuse, même s'il n'est pas bien portant mentalement, vous n'avez pas le droit de lui dire qu'il n'a pas quelque chose à dire. Pas du tout. Lorsqu'on appartient à un pays, on ne devient pas sélectif. Vous pensez que le colonel était obligé de faire la situation, l'état de lieu du processus de transition dans son pays à la tribune des Nations Unies? Absolument. Et par la suite, en tout cas, répondre aux interrogations que les uns et les autres se posent sur la conduite de cette transition dans son adresse à la nation le 2 octobre. Le fait de ne pas le faire, vous pensez que... Il a raté une opportunité de démontrer davantage sa bonne foi par rapport à son engagement du 5. Lorsque vous allez à la tribune des Nations Unies, contrairement à ce qu'on a fait croire, et j'étais très déçu de l'entendre, dire qu'il a été invité exceptionnellement la Guinée aux Nations Unies. La tribune des Nations Unies est destinée à tous les pays membres statutaires. Si la Guinée avait pris le chef de mon village pour désigner ce monsieur, un chef de mon village, pour aller parler au nom de la Guinée, mais tout le monde l'aurait écouté, il aurait eu droit à la parole à la tribune. C'est pas à eux de déterminer qui doit venir parler à la Guinée. Tous les pays membres des Nations Unies ont un droit de 15 minutes théoriques
pour s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Bien. Malgré tout ce qu'on a voulu créer comme démagogie. C'est triste pour ceux qui l'ont fait. J'espère un jour qu'ils feront leur examen de conscience parce qu'ils ont menti au peuple de Guinée. Ouais. C'est important de le préciser. Alors, dans son discours aux Nations Unies, il devait rassurer. Il devait montrer qu'il est résolument engagé à ramener la Guinée dans un ordre constitutionnel conformant à ses engagements. Il devait dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. Et réitérer son engagement d'officier militaire. Parce que lorsqu'un officier militaire s'engage, c'est un serment solennel. Ça a du sens. Oui. Aboubakar, tout ce qui a fait évoluer le monde, ce sont les engagements solennels. Quelquefois, Lui-même au-delà a de prêté l'écrit. serment. Lui-même a prêté serment. Il a été investi. Alors, le fait de ne l'avoir pas fait et d'être orienté, je ne sais pas qui l'a aidé à rédiger ce discours, d'être orienté dans ces histoires de panafricanisme, de souveraineté, de démocratie, de remise en cause. Et j'ai vu par la suite de certains relayer ça, nous allons inventer bientôt un modèle. Mais c'est des histoires. Pourquoi on va nous distraire, nous insulter avec des choses comme ça? Parce que quoi? Parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a eu tellement d'avantages, parce qu'on s'est grossi tellement avec de l'argent mal acquis. Tout de suite, on a la prétention de faire croire aux Guinéens qu'on peut nous inventer un autre modèle. La démocratie, ça n'est pas adapté à nous, ce n'est pas adapté à notre cerveau. Ce n'est pas au nom de la démocratie que vous avez fait le coup d'État. Ce n'est pas au nom du respect des libertés individuelles et collectives que vous avez fait le coup d'État. Ce n'est pas parce que les institutions de la République ont été déroutées de leur objectif régalien que vous avez fait le coup d'État. Ce n'est pas au nom de l'instrumentalisation politique de la justice que vous avez fait un coup d'État. Vous pensez que la mémoire collective, elle peut s'effacer en un jour? Non. Nous sommes plus de 13 millions de personnes. Chacun a sa conscience et sa mémoire. On ne peut pas effacer ça tout d'un coup. Oui. Et c'est maintenant qu'il faut arrêter. Parce que tous ceux qui parlent au nom de la transition, si vous les évaluez, ils font tout pour énerver les populations. Ils font tout pour faire monter la pression. Vous pensez que ça, c'est dans l'intérêt du colonel? Comment ramener le colonel à ses engagements dans la deuxième partie, Dr Fodous Fofana, en tout cas, tentait de défendre l'idée d'un mémorandum commun de toute la classe politique, la classe de la société civile, pour en tout cas poser des questions, demander des comptes au colonel Madoumba. Est-ce que vous souscrivez à cette idée? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que nous allons l'examiner. Cet appel a quelle chance d'être entendu par le camp d'en face, celui des acteurs qui participent au cadre de dialogue? S'ils prennent de la hauteur, ils ont intérêt à l'entendre. Parce qu'au bout, c'est la Guinée qui va en souffrir, mais c'est eux qui vont beaucoup perdre s'ils ne l'entendent pas. Pourquoi? Nous avons besoin de nous parler, certes dans la contradiction, mais de s'accepter et d'avancer ensemble. Et nous sommes à un an, presque à un an du respect de ces engagements. Il ne faut pas attendre que la crise atteigne un certain niveau pour se parler, parce que nous allons nous parler sous tension. De par le passé, ce pays l'a connu. On connaît ce qui s'est passé en 2006-2007, avant que Lansana Conté ne soit mis sous pression pour accepter un Premier ministre dont il ne voulait pas, oui. Théoriquement. Oui. Nous savons par la suite comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de cette façon. Cet appel qui a été lancé, nous allons l'examiner en tant que parti politique. Oui. Nous avons nos propositions, nous avons nos idées. Et je crois qu'il faut parler au colonel Doumbouya. Moi, je suis rentré d'un voyage il y a 4 jours. Oui. Je verrai dans quelle mesure, puisqu'il s'agit de la Guinée, peut-être dans les prochains jours, j'essaierai de lui passer directement un message. Ce que je suis en train de dire là, je sais qu'il va l'entendre, qu'il l'entend. Peut-être qu'il suit peut-être votre émission en direct. Ouais. Je n'aurai jamais honte de lui parce que je lui dirai toujours ce que je pense. Ce Vous qui direz est bon toujours la vérité. pour lui, la vérité. Pas avec la prétention que je suis détenteur d'une quelconque vérité. Mais tout le monde souhaitait que cette transition réussisse. Parce qu'il va de l'intérêt de la Guinée. Ce n'est pas une histoire d'un homme. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. Donc je trouverai un moyen dans les prochains jours pour lui dire, faites votre propre introspection. De là où vous étiez et là où nous en sommes, si vous continuez dans cette direction, vous vous mettez simplement en danger. Et ce sont les mêmes qui vous conduisent dans cette direction qui vont vous abandonner au moment où vous avez besoin d'avoir un soutien. Il n'y aura plus personne. Ce pays, on sait comment il fonctionne. Tous ceux qui clamaient Dadis et autres là, aujourd'hui, ils ne lui rendent même pas visite à la prison. Je ne suis même pas convaincu qu'ils savent où se trouve sa famille aujourd'hui. Il faudrait qu'on tire les leçons de tout ça. Il ne faudrait pas qu'on attende que ça soit trop tard après pour se mettre à regretter. Pourquoi? Parce qu'Abakar, c'est le pays qui est en train de perdre. C'est la Guinée qui va être en retard. Si dans ce désordre-là, quelque chose d'inattendu encore arrive, nous allons attendre combien de temps pour nous remettre sur le chemin? Cette transition était une occasion de corriger les insuffisances du passé et faire en sorte que... Pas tard pour le colonel de se reprendre.
Il n'est jamais tard. Mais je crois que lui, s'il faut lui passer maintenant un message, c'est de lui dire clairement, c'est de mobiliser son troupe. D'abord, il doit nettoyer autour de lui. On ne peut pas avoir peur de changer les choses quand ça ne marche pas. Vous avez le sentiment qu'il a peur? Non. Même de remanier son entourage, son gouvernement, son cabinet. Je suis convaincu que sa main est en train de trembler maintenant. Vous savez, lorsque vous avancez trop dans le mauvais sens avec certaines personnes, vous n'avez plus envie de les éloigner. Pas parce que vous ne les aimez pas. Pas parce que vous voulez quelque chose contre eux. Mais vous vous dites, s'ils quittent, c'est deux choses l'une. Ils se retournent contre vous et ils ont des éléments qu'ils vont partager avec ceux qui sont déjà contre vous. Alors cette peur-là, ça arrive à beaucoup de dirigeants africains. C'est l'escalade irrationnelle d'engagement. Tout à fait. Donc la sédentarisation au niveau des postes, c'est une très mauvaise chose. Je crois que le colonel Doumbouya sait que les choses ne bougent plus dans le bon sens. Il doit avoir le courage de nettoyer autour de lui. Les démagogues, les profiteurs et autres, il n'a qu'à leur dire, écoutez, allez vous chercher. Il faudrait bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils ouvrent, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les acteurs politiques, qu'ils discutent avec les acteurs sociaux, que cette instrumentalisation de la justice arrête. Parce que on a vu les tueries au temps de Alpha. Aucun cas n'a été élucidé jusqu'à présent. On n'en a plus discuté. La justice n'en fait pas une priorité. Les différents scandales des marchés de gré à gré, il n'y a pas une de suite judiciaire. Les journalistes, vous en avez fait des révélations. Qu'est-ce qui en a été fait? Les nouveaux riches, on les voit, ils se comportent aujourd'hui en oligarques et pour narguer les gens. Même le conseil de ministre, c'est une sorte de défilé de mode. On se connaît tous, on était avec ces gens-là. On connaît comment ils vivaient. Alors, ce sont les mêmes qui sont devenus les plus grands acheteurs de biens immobiliers en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et certains se permettent même des appartements en Europe, aux États-Unis, en moins de 2 ans. Et tout ça, on est en train de voir leur train de vie. Vous voulez qu'on soit indifférent avec ça? Alors que c'est de l'argent volé, c'est de l'argent sale. Et ces mêmes personnes, ce sont eux maintenant les donneurs de leçons. Ils sont devenus trop prétentieux. Il faut que le colonel s'arrête, qu'il dise aux gens, dégagez, arrêtez, il y a eu trop de pagaille. Moi, j'ai envie d'entrer dans l'histoire. Moi, j'ai promis cela aux Guinéens. Il faudrait qu'ils composent avec ceux avec lesquels on peut sortir de cette transition de la plus belle des manières. C'est notre souhait. Et je pense qu'il doit le faire. C'est une question de leadership. Je pense que tout est dit là, franchement. Oui. À la prochaine élection présidentielle, Aliouba candidat? Oui, mais forcément. Je le souhaite. J'y travaille. Et le parti que je dirige est en train de s'activer. Et nous ferons le congrès national du modèle très très bientôt, avant mon départ. Mais avant, vous irez en tournée nationale. Vous avez l'option d'une tournée nationale. Oui, tout à fait. On en parlait. Je ne sais pas si le modèle, si son président est allé une fois en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Je ne sais pas. Vous savez, à l'occasion des élections de 2015, j'étais le directeur de campagne du candidat, Dr Faya. J'ai eu l'occasion de découvrir certaines villes de la Guinée. Et je vais densifier ça parce que je le fais déjà, mais peut-être quelquefois je ne fais pas de communication autour parce que des fois, il faut aller se confier, peut-être discrètement. Mais bien entendu, ce qui est en vue aujourd'hui, nous avons un agenda électoral. 2024 sera un agenda typiquement électoral pour le parti. Nous sommes en train de préparer activement le congrès national qui sera suivi de la convention d'investiture. Mais vous savez, on a des difficultés d'avoir une visibilité parce qu'il faut savoir l'ordre des élections. Il faut que ce soit confirmé. Il faut que nous ayons une constitution, un code électoral et tout ça pour qu'on puisse savoir quelles sont les candidatures, les profilages à faire. Donc, il nous manque beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas de nous. Mais nous travaillons dessus. Et bien naturellement, le modèle entend participer aux élections tant au niveau local qu'au niveau national. Et à l'issue des locales, les résultats que nous aurons et les législatives en termes de représentativité, je pense que nous allons nous déterminer pour les élections présidentielles. Mais a priori, nous comptons participer à toutes les élections. Et bien naturellement, Aliouba, en tant que président du modèle, si je suis en politique, c'est parce que je m'engage à briguer des responsabilités au nom du parti et au service de mon pays. Et bien naturellement, la plus grande et la plus honorifique des responsabilités, c'est la fonction de chef d'État que j'entends briguer. Et mais je ne suis pas pressé, je suis ma trajectoire, c'est une question de destin, de détermination et bien entendu.